Bienvenue à notre nouveau podcast sur la géomatique décomplexée. Donc, le concept du podcast, très simple, on prend un verre en jasant de géomatique, un peu à la manière de deux étudiants de géomatique qui se retrouvent dans un bar qui jasent de géomatique. Ouais. Ben, tu sais, je pense que ça se veut une place où des trucs vont pouvoir venir s'informer, mais tu sais, peut-être même que ça deviendra, on lance une perche, là, mais peut-être même que ça deviendra une place où ils pourront venir échanger. Ouais, tout à fait. Puis ça va vouloir aussi une place où nos amis, notre famille vont pouvoir enfin savoir qu'est-ce que ça fait un géomaticien. C'est quoi le monde obscur de la géomatique? Exactement. Fait que ça, tu fais des cartes, si je comprends bien. Ah ouais, non, c'est pas tout à fait ça. Ben écoute, j'espère qu'on va être capable de démocratiser la géomatique, puis rendre ça intéressant, puis rendre ça, tu sais, on sort ça de l'université, on sort ça de, tu sais, comme, c'est drôle parce que, tu sais, je donnais des conférences dernièrement où est-ce que je parlais, évidemment, avant la COVID, là, on s'entend, des conférences, mais tu sais, je donnais une conférence, puis je faisais réaliser aux gens à quel point la géomatique est partout dans leur environnement, tu sais, à quel point c'est intégré dans notre société, puis à quel point personne savait que ça existait. Tu sais. Exactement, c'est le quotidien absolument tout le monde. La preuve, ce qui est probablement le plus controversé et fondamental dans le modèle d'affaires d'une entreprise comme Google, c'est le tracking. Exact. Tu sais, tu parles de ça, puis aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur rendre obligatoire les applications de traçage pour la COVID-19, tu sais. Puis, tu sais, si je peux me permettre, c'est fondamental, en fait, même quand tu sors d'un cadre comme ça de Google, de la COVID, beaucoup de choses, du moins, peut-être pas toutes, mais il y a une dimension généralement spatiale et temporelle à donner au fait, à poser des actions, des éléments dans notre espace, dans l'environnement. Mais ça se joue aussi dans le calcul de phénomènes humains, en l'observation de phénomènes humains. Tu sais. Mais tu sais, un des principes d'affaires de Google, c'est de dire si on sait où les gens sont, on peut leur vendre. Ben oui. Tu sais, dans la vente de publicité, c'est fondamental chez eux. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, l'idée, c'est de dire là où tu es présentement va influencer la publicité que je te pousse, va influencer, tu sais, il y a un aspect spatial à, tu sais, tout ce qui est publicitaire, là. Tu sais. Tout à fait, puis ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps, en fait, que les entreprises de marketing et de publicité veulent connaître cette information-là, parce que c'est comme ça qu'ils arrivent avec la publicité qui est ciblée. C'est une valeur beaucoup plus importante pour ces organisations-là. Tu sais, là, on parle de publicité, mais on peut amener ça à plein d'autres choses. Oui, tout à fait. L'importance. Demander à la sécurité publique si c'est important de connaître. L'emplacement, mais pas juste la sécurité publique, mais tu sais, les assurances. Tu sais, les assurances ont probablement été une des premières industries à s'intéresser à la spatialisation de la donnée. Je veux dire, si tu habites en bas d'un cliff ou si tu habites en zone inondable. Oui, ça représente. Il ne fonctionne qu'avec du calcul de statistiques, des probabilités, des erreurs. Donc, évidemment, qu'ils veulent savoir à quel point, par exemple, ton environnement peut être dangereux. Puis pour ça, il faut être capable de le quantifier. Donc, ça implique justement d'être capable de localiser dans l'espace ces facteurs-là. Ouais. Donc, ben, c'est ça. Bon. En fait, on a fait une petite diversion, mais tu sais, l'idée derrière ça, c'était de dire... On est à table. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le move dans lequel on veut que ce podcast-là coule, tu sais, c'est de dire, on part sur un sujet, on parle de comment, tu sais, la géométrie
géomatique est impliquée. Mais tu sais, je pense que l'idée derrière ça, c'était quand même de dire la géomatique est partout, elle est intégrée à notre vie, puis la majorité des gens savent même pas, savent même pas, tu sais, que c'est quoi le concept de géomatique. Tu sais, je suis sûr que ça t'arrive constamment. Dès que tu dis que t'es géomaticien, les gens font comme, mais qu'est-ce que vous faites, tu sais? Puis en fait, je me fais poser la question parce que je prends les devants. Ouais, tu l'expliques. On sait pas ce que je fais. Mais tu sais, pour beaucoup de gens aussi, la définition rapide de la géomatique, c'est je fais de la cartographie. Mais c'est pas ça, la géomatique. Il faut absolument qu'on sorte de cette de ce carcan-là un géomaticien, c'est un cartographe ou c'est un arpenteur. Tu sais. Puis je me souviens plus, j'ai entendu ça dans un autre podcast de géospatial, mais il parlait du fait que un géomaticien, ça l'aide à prendre des meilleures décisions grâce à l'information spatiale. Puis ça devrait être ça, le corps de la géomatique. C'est de dire on fait pas des cartes, on aide à prendre des meilleures décisions. On est un outil d'aide à la décision. Tu sais, on va dire qu'un actuaire, par exemple, est un outil d'aide à la décision pour la compagnie d'assurance. Tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que l'idée derrière ce podcast-là, c'est de dire, hey, tu sais, la géomatique est partout. Vous l'utilisez, puis on va vous aider à comprendre comment la géomatique vous l'utilisez, tu sais. Parce que, tu sais, que ce soit avec Google Street View, que ce soit avec Google Maps que vous utilisez à tous les jours, que ce soit, par exemple, quand vous traquez en courant pour savoir, tu sais, vous utilisez un GPS. Il y a des choses qui sont plus flagrantes. On parlait tu parles de Google Maps, mais en réalité, toutes tes recherches sur le moteur de recherche de Google, puis que ce soit Google, c'est la même chose pour Bing et compagnie, sont géolocalisées. Et Google n'a pas d'intérêt à t'envoyer des requêtes. Tu as beau écrire en français, mais ils n'ont pas intérêt à t'envoyer ce qui sort en France. Donc, non, c'est ça, exact. Évidemment qu'ils n'ont même pas intérêt à sortir le contexte de Montréal quand tu habites à Québec, là, ou vice-versa, mais ta requête est géolocalisée, elle est contextualisée sur tu trouves. Exact. Donc aujourd'hui, en fait, là, on met la table, puis l'idée de notre podcast, c'est que éventuellement, on aimerait ça, rentrer en profondeur, dans des enjeux de géomatique, sur des sujets précis de géomatique, que ce soit par exemple l'usage des drones en géomatique ou la micro-géomatique, la bathymétrie, Dans le fond, on peut explorer pas mal toutes les sphères de la géomatique. C'est un univers qui est sans frontières. Ouais, exact. Je pense qu'il y a beaucoup de. On a beaucoup de chemin à parcourir, à vouloir en faire le tour. Donc, c'est ça. Cela dit, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire surtout, c'est à travers les tendances actuelles du marché, commencer à adresser certains concepts forts. Oui, tout à fait. C'est la géomatique. Ben, c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait aborder, dans le fond, c'est quoi les grandes tendances là, du marché de la géomatique à l'heure actuelle, puis qu'est-ce qui peut émerger dans les années à venir en géomatique, puis que ça risque de. Je sais un mot que tu apprécies particulièrement, puis que j'apprécie particulièrement, est le terme disruptif. Mais tu sais, qu'est-ce que la géomatique peut nous amener comme technologie disruptive? Comment est-ce qu'on peut. Qu'est-ce que la géomatique va nous amener et que ça va faire? OK, on vient de passer ailleurs. Puis tu sais. C'est sûr que c'est quelque chose qui se construit, on peut partir là-dessus. C'est quelque chose qui se construit sans cesse dans le temps. La géomatique, en tant que discipline, ça remonte à des décennies. Je pense que la majorité des gens sont pas au courant de ça, mais dans les années 70 que c'était déjà bien lancé. Mais aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Je dirais, c'est un peu comme
l'univers de l'informatique en général, là, on est dans une courbe bâton de hockey, là, c'est-à-dire que présentement, c'est en train de lever à une vitesse folle sur des technologies qu'on entend généralement parler de technologies ou des concepts, l'intelligence artificielle, on peut partir là-dessus. Ouais, tout à fait. L'intelligence artificielle, c'est en train d'amener. Évidemment, c'est parti. L'analyse spatiale avec l'intelligence artificielle, il y a certaines entreprises qui sont pas Google tantôt, clairement, ils en font. Ouais, tout à fait. Mais c'est un domaine au niveau du spatial qui a été moins rapidement envahi par cette nouvelle tendance-là. Peut-être par la complexité de ce que ça représente de devenir, c'est-à-dire l'analyse de certains, du moins, phénomènes spatiaux, une certaine complexité puis une certaine lourdeur pour les machines. Ouais. Amener l'intelligence artificielle là-dedans demandait vraiment des moyens, des puissances de calcul, merci, qui étaient très très matures. Mais on est là, on est rendu là, puis on est rendu à revenons avec cet autre mot-clé, la démocratisation. Là, on est rendu avec quand même une ouverture qui fait qu'un peu tout le monde a accès à ces différents niveaux d'intelligence artificielle, parce que je pense que l'intelligence artificielle, c'est un peu un fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses. Mais il y a une fameuse blague qui dit que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il y a 15 ans, on appelait ça de la statistique. Là. Exactement. Non, mais ça, c'est tout à fait vrai. Puis c'est tout à fait vrai pour la géomatique aussi. Écoute, c'est super vieux que dans la pratique de ce domaine-là, on travaillait avec la géostatistique. Oui, exact. Puis le limitant était quoi? Il était exactement la même chose que ce qu'on entend dans ce qu'on pourrait qualifier de l'informatique plus traditionnelle, c'est-à-dire la puissance de calcul était limitée, le stockage était limité, les algorithmes n'étaient pas nécessairement matures. Aujourd'hui, on a ces trois éléments-là qui ont évolué pour atteindre où on est finalement. Ben, tu sais, en fait, ça revient un peu. C'est sûr que la géomatique évolue pas en vase clos, puis elle est quand même tributaire de tout ce qui se fait en informatique. Mais tu sais, avec l'augmentation de la puissance de calcul, avec le big data qui se génère, tu sais, le cloud computing at large, là, qui permet de générer des gigantesques bases de données. Puis tu sais, tu sais, on parle d'intelligence artificielle en géomatique, mais tu sais, ça fait déjà un petit bout que, par exemple, une application d'intelligence artificielle qui est utilisée depuis un petit bout, c'est le fameux machine learning sur les réseaux de transport. Tu sais. Comment Google réussit à avoir Google génère en temps réel des cartes de circulation. Exact. C'est pas en analysant des images de caméras de la route qui font ça. Non, c'est ça, exact. Tout le monde a un capteur dans sa poche. Exact. Il y a une centrale qui ramasse ça, qui est capable de générer les vitesses à laquelle tu roules sur tel tronçon, elles ne sont pas normales. Je veux dire, c'est fait à l'échelle de la planète, en temps réel. C'est fou, mais tu sais, c'est incroyable. Mais tu sais, ça revient à une tendance, je pense, de géomatique dont on n'entend pas parler, puis je pensais pas aller là dans le cadre du podcast, mais je pense que je vais l'aborder parce que c'est comme une tendance qu'on n'entend pas parler, mais j'ai l'impression que ça peut avoir une utilité. C'est tout le phénomène de cartographie augmentée. Je sais pas si c'est quelque chose dont tu as entendu parler, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va voir émerger. Soit le fait de dire, tu sais, on connaît un peu toute la réalité augmentée, où est-ce qu'on vient draper de l'information par-dessus finalement la réalité. Notre champ de vision. Le concept de cartographie augmentée, qui est un concept qui est, on dirait, absent de l'espace public, là, c'est le fait de dire on prend de l'information réelle qu'on drape sur la cartographie en temps réel. C'est-à-dire, par exemple, tu parlais tantôt de caméras de circulation. Ben, on pourrait aller, par exemple, sur une interface cartographique où on verrait
grâce entre autres là, à la photogrammétrie puis à tous ces concepts-là de géomatique, où est-ce qu'on pouvait voir par exemple l'écoulement du flot de circulation en temps réel sur une carte. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est des choses qui en fait, bon, peut-être pas dans la circulation, mais c'est des choses qui existent déjà. Tu sais, quand on descend tranquillement des applications de sécurité, défense, tu sais, les grands centres de contrôle de l'aérospatiale, etc., utilisent la cartographie augmentée pour la mesure d'un paquet de leurs d'indicateurs sur lesquels ils essayent de travailler. Donc, je te dirais, ça s'en vient. Puis, des compagnies comme Google, qui ont quand même une visée très grand public, ou d'autres entreprises, grandes entreprises privées, qui visent peut-être plus le corporatif, on est en train de déployer ce genre de solutions-là. Ben, tu sais, en fait, je pense que ça va nous amener un peu vers une autre tendance qu'on va explorer, mais tu sais, j'étais dans une conférence d'ESRI il y a quelques années, puis il est en train de démontrer, par exemple, un outil où est-ce que tu avais tes caméras de surveillance, puis encore une fois, grâce à des algorithmes de photogrammétrie, tes caméras de surveillance étaient drapées par-dessus de la cartographie. Fait que tu étais capable de voir en temps réel autour de ton building comment, qu'est-ce qui se passait. Puis ça, je pense que c'est une autre des tendances qu'on va voir émerger, qui est comme tout l'aspect de la micro-géomatique et tout ce qui est tracking d'assets. Tracking des individus, des infrastructures, tu sais. Mais tu sais, ça va avec, tu sais, on partait du raffinement ce que permis l'émergence de l'intelligence artificielle, mais quand tu regardes ça, il y a une complexité incroyable dans le fait d'aborder la micro-géomatique. C'est un peu pour ça que depuis des années, on acquiert l'imagerie satellitaire avec des résolutions gigantesques. On plonge dans des images, au final, c'est pas long, puis tout ce qu'on a, c'est des gros pixels qui veulent rien dire. Mais de plus en plus, on s'en vient avec des choses, des produits qui sont extrêmement fins. Les capteurs se sont améliorés, la capacité de stockage s'est améliorée, on est capable de stocker ces produits-là, puis on est capable de les analyser, parce que je veux pas quand tu viens mettre des capteurs à la grandeur de ton bâtiment, tu demandes à une machine de réfléchir à ça en temps réel, à l'intérêt capable de traiter dans un environnement 3 dimensions. En fait, de traiter énormément de choses. Puis je pense que, tu sais, on a un mot qui revient constamment depuis qu'on parle tantôt, qui est le terme temps réel. C'est définitivement une tendance actuelle de la géomatique, tu sais. Je sais pas si je me répète, mais tu sais, j'ai l'impression que les tendances de fond de la géomatique, là, depuis que c'est parti, là, c'est vraiment, tu sais, une volonté toujours plus de précision, toujours plus de résolution temporelle, tu sais, puis toujours plus de puissance de calcul pour tirer, tu sais, des conclusions, tu sais, de ces jeux de données-là immenses qu'on est en train de faire. Ouais. Puis, je pense que, tu sais, ces trois trends-là drapent toutes les tendances, finalement, qu'on voit émerger, que ce soit la micro-géomatique, mais c'est pour plus de précision. Je pense qu'il y a comme toujours cette espèce de volonté-là en géomatique. Mm-hmm. Puis, tu sais, avec l'arrivée, on parlait, là, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de big data, de résolution temporelle, mais tu sais, entre autres, moi, quelque chose que j'ai vu depuis que je suis dans l'industrie, c'est l'émergence, par exemple, de technologies comme le lidar. Tu sais, je me rappelle quand j'étais ces bancs d'école, j'ai un prof à un moment donné qui m'a dit le lidar, on travaille pas avec ça, ça coûte trop cher, il y a trop de données, tu sais. On parle quand même d'une époque où est-ce que je venais de passer de la disquette à la clé USB. Mais
Mais tu sais, depuis 10 ans, le lidar, ça s'est imposé. Maintenant, la totalité du Québec est. La presque totalité du Québec est drapée lidar. Puis c'est même, tu sais, une donnée ouverte. En plus, surtout, il est à ce point avancé que c'est plus quelque chose qui est dans les. Qui est disponible uniquement là, ou stocké dans les voûtes d'une université, puis qui ne sera jamais accessible à grand monde. Là. Non, c'est ça. N'importe qui a accès à cette donnée-là. C'est incroyable. Il reste quand même une certaine complexité dans l'acquisition du Québec au complet en une heure portée. Ouais, mais tu sais, les voitures autonomes sont. Ils vont tous être équipés de lidar. Tout ça, ça a fait. Ça a miniaturisé ces technologies-là. Ça a fait énormément baisser leur coût. Ça fait qu'un peu tout le monde pourrait y avoir accès. C'est toi qui me relatais il n'y a pas longtemps que les tablettes iPad de Google, les iPad Pro de la nouvelle génération, c'est pas des lidar. Je veux dire, on est loin des grosses briques de téléphone, même intelligents, là, qu'on avait ça fait à peine plus de 10 ans là, que l'iPhone existe. Mais tu sais, on parle de l'utilisation est vraiment incroyable dans ce cas-ci. On parle quand même d'un lidar d'une portée de 5 mètres. Oui, on est trop lidar. Mais ça n'a définitivement pas une vocation qui est environnementale. Non, c'est ça. Bon, on ne ferait pas vraiment un bon travail dans l'espace, mais en fait, l'impression que moi j'en ai de la volonté de mettre un lidar sur un téléphone ou sur une tablette, c'est définitivement dans une optique de réalité augmentée, réalité mixte, virtuelle, disons. Exactement. Capable de mieux comprendre l'environnement immédiat. Pour pouvoir y draper de l'information. C'est un peu ça que je vois dans cette optique-là de mettre un lidar. Mais tu sais, définitivement, en tout cas, je pense qu'on n'est pas loin d'une époque où est-ce que on va quasiment avoir des lunettes sur lesquelles on va pouvoir avoir un lidar, par exemple, qui vont pouvoir draper en réalité augmentée. Tu sais, ça va. Je pense que le lidar est en train de se démocratiser. Mais avec l'arrivée de technologie aussi, il faut aussi se souvenir que il faut transférer ces données-là. La 5G arrive, tu vois, c'est une autre chose. Tout s'embarque, tout s'enchaîne. La 5G arrive. La 5G, elle est là pour une chose particulièrement, transférer beaucoup de volume rapidement. Donc, ça vient justement répondre à ce besoin. Le lidar, tu auras bien beau l'avoir à juste 5 mètres, mais il va quand même générer une quantité phénoménale en termes de volume de données. Donc, mais en fait, tu sais, ça me rappelle, il y a 2-3 ans, je regardais Microsoft qui travaille sur un concept qui s'appelle l'holoportation. Tu sais, de dire. Les lunettes, HoloLens. Ouais, les HoloLens, mais tu sais, de dire, je scanne quelqu'un en trois dimensions, puis je le fais apparaître dans une salle, tu sais, comme. Donc, on n'est pas dans la téléportation, on est dans l'holoportation. Et tu sais, tout ce concept-là d'holoportation est dépendant d'une capacité d'un réseau à transporter, tu sais, un mesh 3D haute résolution. Donc, tu sais, l'émergence de la 5G, ça va permettre ce genre d'éléments-là. On parle de la 5G, puis, tu sais, je pense que en dehors de la 5G, puis, tu sais, l'arrivée, par exemple, on parle de voitures autonomes, on parlait de voitures autonomes tout à l'heure, mais tu sais, on arrive avec un combo de technologies qui va éventuellement nous permettre de. Et là, on parle, on parlait de disruption en début de podcast, mais on arrive avec un combo de technologies où est-ce que la géomatique, couplée avec, bon, évidemment, d'autres types de technologies DTI, va permettre l'émergence d'automatisation à très grande échelle, que ce soit pour la conduite, mais que ce soit
tu sais, par exemple, des entrepôts à la Amazon où est-ce que on va chercher des colis, tu sais, automatiquement. On parlait de micro-géomatique, mais Amazon, c'est ça, là. C'est une capacité à connaître chaque centimètre carré de l'entrepôt qui est chiant. C'est ça, exactement, mais tu sais, dès qu'on parle en tout cas, tu sais, l'automatisation, c'est un concept dont on entend beaucoup parler, surtout dans un contexte de COVID, évidemment, là. Mais tu sais, c'est quand même des éléments où est-ce que, en fait, l'automatisation, selon moi, n'est pas possible sans un gros aspect géomatique. C'est l'automatisation. En fait, la prochaine frontière, au-delà de ce qu'on vient d'aborder, c'est clairement l'automatisation en études de phénomènes environnementaux, d'être capable de quantifier notre planète. C'est tellement gros comme tâche. Je veux dire, oui, c'est magnifique, on prend constamment des images militaires, on fait quelque chose, mais il est capable de traiter. On est capable de prévoir des catastrophes naturelles en étant capable, par exemple, d'améliorer notre rapidité d'action sur le traitement, je dirais. Donc, il y a des aspects de sécurité là-dedans, il y a des aspects de conservation. On vient améliorer. On est dans une ère où on se soucie énormément du poids qu'on a sur notre planète. C'est extrêmement difficile d'avoir des actions, de bonnes actions. On est capable de quantifier déjà les milieux dans lesquels on est. Puis ça, on est capable de le faire, mais il y a des années de retard sur l'acquisition des données. Là, généralement, c'est loin d'être rapide. Là. Tandis que là, on augmente la précision des capteurs, on augmente encore une fois, on vient à ça, la capacité de calcul. On est capable de voir la déforestation, par exemple, d'un environnement pratiquement en temps réel. Ça permet de prendre des décisions qui sont pas mal plus. C'est bien beau de dire c'est terrible qu'une forêt est disparue, mais si on le fait 5 années plus tard, là, ça n'a vraiment pas servi à grand-chose. C'est sûr que tout l'aspect implication de la géomatique dans les catastrophes naturelles, je veux dire, ça fait très très longtemps que la géomatique est utilisée en géorisque, mais moi je prends juste l'exemple de ce qui vient de se passer malheureusement là, dans l'actualité, l'explosion à Beyrouth. Très rapidement, grâce à la géomatique, on a été capable de quantifier les dégâts. On a été capable de dire rapidement, on focus les satellites vers cette zone-là pour aider dans tout ce qui est évidemment quantification des dégâts, mais aussi dans le search and rescue. Puis, il y a l'usage des drones thermiques pour voir, par exemple, si les drones avec des caméras thermiques, pour essayer de trouver les gens. Donc, on arrive avec des technologies, puis ça revient un peu, je pense, à ce que je disais au début du podcast, de dire la géomatique, c'est pas de faire des cartes. Puis je pense qu'on l'a démontré dans la discussion qu'on vient d'avoir, c'est que la géomatique, c'est une aide à la décision, puis c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Parce que tu sais, quand tu as un drone qui est en train de scanner pour trouver une personne, tu n'es pas en train de faire de la cartographie. Tu es en train de faire de la géolocalisation, de la prise d'informations géomatiques. Tu n'es pas dans un contexte de cartographie, à proprement parler. Ouais, exact. C'est une finalité, la cartographie, c'est une finalité par rapport aux données. Il y a un paquet de chemins d'autres que tu peux prendre. Puis... Exact. Puis je pense que, on est dans un contexte de COVID actuellement, puis je pense que s'il y a une chose qu'on peut observer, c'est que la géomatique est un outil de résilience de nos sociétés. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, depuis le confinement, puis depuis
qu'on est dans ce contexte de pandémie-là, on a vu l'émergence de services de livraison style Uber Eats, tu sais, Foodora ou... Et ce sont des applications qui sont intrinsèquement géomatiques. Tu sais, quand tu rentres sur Uber Eats, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend ta position géographique, il te propose une adresse en fonction de ta position géographique, de ta position de ton cellulaire. Et il te permet de tracker ta livraison en temps réel. Tu es capable de voir où ton livreur est sur une carte. Mais sans la géomatique, cette application-là n'est pas possible. Puis ça fait en sorte qu'il y a bien des restaurants qui ne seraient pas en mesure de faire de la livraison comme ils sont capables de le faire actuellement. On parlait tantôt de l'outil de tracking de personnes qui est débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Évidemment, il y a tout un aspect éthique à ça, là, puis il y a un débat à avoir sur cette question-là. Il reste quand même que, si on regarde par exemple des pays comme Singapour, où est-ce qu'ils ont mis en place très rapidement ces solutions de tracking-là. Évidemment, je sais qu'on est dans un contexte de dictature là, et que c'est pas le contexte démocratique, mais reste quand même que ces solutions-là ont été un outil pour diminuer l'émergence de la COVID-19. Encore une fois, je pense que Singapour est un exemple. Il faut faire attention. Oui, tout à fait. Quand même, des choses préoccupantes là-bas, là, mais même au-delà de la COVID, Singapour, c'est toujours illustré à prendre à bras-le-corps beaucoup de problèmes, entre autres dans le domaine environnemental, en venant quantifier énormément de choses par rapport à leurs citoyens, à travers l'aspect spatial. Je ne sais pas si tu me diras si je me trompe, mais il me semble d'avoir entendu qu'à Singapour, chaque véhicule était muni d'un GPS automatiquement. Exactement. Ça permet aux autorités par exemple, il y a des règles à Singapour là, sur les jours où telle ou telle personne peut prendre sa voiture, les zones dans lesquelles il peut se trouver, etc. Ce qui contrôle en fait énormément problèmes, qualité de l'air, etc. Puis c'est fait à partir d'un traçage c'est peut-être pas en temps réel, mais il y a assurément une analyse assez rapide qui est faite de ces données-là. Donc c'est extrêmement dissuasif dans leur cas. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment faire attention, c'est comme quand on parle parce que la Chine met en place en utilisant cette technologie-là, il y a des aspects parce que tu sais, ça, exact. Moraux qui sont pas du tout qui sont complètement effacés, puis c'est malheureux. Oui, c'est comme quand on parle par exemple de la reconnaissance faciale en Chine, puis tu sais qu'on est rendu avec des sociétés où est-ce qu'on est capable de savoir de façon très précise où se retrouvent les gens à cause de cette reconnaissance faciale-là. Puis tu sais, ça c'est une tendance qu'on n'a pas tellement abordée, là, mais qui définitivement va s'implanter de plus en plus, là, mais qui est toute la notion de géoréférencement passif. C'est-à-dire que tu sais, on n'aura plus besoin d'avoir une puce GPS pour être géoréférencé dans l'espace. Ça va être géoréférencé uniquement par des caméras ou par des ondes. D'autres formes de capteurs, mais bref, ils ne nécessitent pas une communication aller-retour comme ce que les téléphones font présentement. Exact. C'est pas de besoin d'avoir des capteurs GPS. Ça, définitivement, il y a une volonté d'aller là. Principalement, je pense, on vient dans le contexte industriel, une volonté de, par exemple, être en mesure de savoir en temps réel, je parle du contexte industriel, par exemple, dans un hôpital, de savoir en temps réel où se retrouve un chariot médical, par exemple, ou un lit, ou, etc. Donc, il y a cette volonté-là de faire du tracking d'assets très c'est une réussite dans la microgéomatique. C'est dans tout. Ouais, Quand on fait des liens entre tous ces éléments-là,
Je pense que c'est ça qui permet aussi de voir qu'on a du chemin à faire, on va pouvoir débattre encore, je pense, ou en tout cas discuter longtemps de beaucoup de ces éléments-là. Exactement. Je pense que ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait aborder un peu. C'était désorganisé, mais c'est le ton qu'on veut donner à ce podcast. C'était une belle première fois, je pense. Un beau tour d'horizon de la géomatique. Puis, je pense que comme pour les prochains épisodes, définitivement, on va essayer de rentrer plus précisément sur un sujet en particulier, puis de l'approfondir. Mais je pense que comme premier épisode, de faire un survol là, de ce qu'on on voulait aborder, je pense que c'était une bonne chose. Ben donc, on mettrait fin au podcast ici, puis on se revoit bientôt. Un petit verre. Avec un verre à la main, ouais. Ok, ciao. Ben,